Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour et merci d'être avec nous sur Radio Prague International. Dans cette émission, nous allons vous parler des activités de l'ONG Seriri qui établit un pont entre la Tchéquie et la République centrafricaine. L'Orchestre national de Lyon a choisi de mettre à l'honneur la musique tchèque la saison prochaine. Les détails dans quelques minutes. Tout de suite, le Flash Info par Anna Kubishta. Les informations. Les ministres et responsables des pays de l'OTAN situés sur le flanc oriental de l'Alliance sont réunis ce mercredi en Roumanie pour coordonner leur position en matière de sécurité et de défense. La rencontre s'inscrit dans la préparation du prochain sommet de l'OTAN prévu à Ankara en juillet. Les discussions portent principalement sur le renforcement de la dissuasion et de la défense collective face aux menaces venant notamment de la Russie. La Tchéquie est représentée par le président Petr Pavel qui soutient un renforcement de la coopération et des dépenses de défense au sein de l'Alliance. Les pays du groupe au format dit B9 ou 9 de Bucarest, qui regroupe les membres de l'OTAN de l'Europe centrale et orientale, cherche à parler d'une seule voix pour peser davantage dans les décisions stratégiques de l'Alliance. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également présent pour des rencontres bilatérales. La police tchèque a ouvert une enquête pour déterminer si les fabricants de lait infantile Nestlé et Danone ont mis en danger la santé publique après la découverte de l'eau contaminée par une toxine dangereuse, la céréulide. La plainte a été déposée par la branche tchèque du réseau international des groupes d'action pour l'alimentation infantile IPFAN, qui accuse les entreprises d'avoir insuffisamment contrôlé leurs produits destinés aux nourrissons. Les autorités sanitaires avaient déjà interdit fin mars la vente en Tchéquie de 120 lots de 44 laits infantiles provenant de 12 fabricants européens. Selon l'organisation IPFAN, Nestlé aurait tardé à informer le public et les autorités de la contamination, tandis que Danone aurait laissé certains lots contaminés en rayon jusqu'en mars et avril 2026, malgré les alertes de l'inspection alimentaire tchèque. Le ministère tchèque de la Santé a indiqué qu'aucune mesure exceptionnelle n'était actuellement prévue contre le hantavirus. Le ministre Adam Vojtěch a toutefois précisé que les autorités sanitaires surveillaient la situation de près avec les services d'hygiène. L'épidémie est liée à un bateau de croisière parti d'Argentine début avril où une dizaine de cas ont déjà été confirmés et 3 passagers sont décédés. Les autorités rappellent que ce virus ne se transmet pas facilement entre humains, au contraire de la grippe ou du Covid-19. Selon le ministère, aucun ressortissant tchèque ne se trouvait à bord du navire et le risque pour la population reste faible. L'administration du parc national de la Suisse tchèque estime que les dégâts causés par l'incendie survenu début mai près de Chřipska ne dépasseront pas les 20 millions de couronnes. Les coûts liés au feu et aux opérations d'intervention sont provisoirement évalués entre 15 et 20 millions de couronnes. L'incendie a ravagé environ 100 hectares de forêt, soit une surface 10 fois inférieure à celle du grand feu de l'été 2022. Les autorités ont fermé la zone aux touristes en raison de risques de chute d'arbres et doivent désormais réparer les chemins endommagés, sécuriser des arbres instable et vérifier la solidité des formations rocheuses. Plus de 2500 pompiers et 356 véhicules ont participé à l'opération entre le 2 et le 7 mai. Un voleur a dérobé mardi soir le crâne de Sainte Zdislava dans la basilique de Jablonev Podještědí dans la région de Liberec. Selon la police tchèque, l'homme a brisé la vitrine contenant la relique avant de prendre la fuite. La valeur historique de cette relique est considérée comme inestimable. Le président de la conférence épiscopale tchèque et archevêque d'Olomouc, Josef Nuzik, a appelé ce mercredi l'auteur du vol à restituer le crâne. Les enquêteurs disposent seulement d'images de vidéosurveillance de mauvaise qualité qui montrent un homme vêtu d'habits sombres et portant des chaussures claires. La police a lancé un appel à témoins pour identifier le suspect, retrouver la relique volée et invite toute personne ayant des informations à contacter le numéro d'urgence 158. On termine par un mot de météo. Jeudi, jour de fête des Bonifats, toujours un temps maussade et mitigé avec des températures moyennes maximales autour de 14 degrés. Radio Prague International, le programme francophone. À l'occasion de la présentation en France de la saison 2026-2027 de l'Orchestre national de Lyon, son délégué artistique Laurent Joyeux dévoile au micro d'Alexis Rosenzweig une programmation largement consacrée aux compositeurs tchèques, de Leoš Janáček à Antonín Dvořák, en passant par des figures plus méconnues en France comme Pavel Haas ou Erwin Schulhoff. Cette saison tchèque entend faire découvrir toute la richesse musicale de la Bohème et de la Moravie. Laurent Joyeux, bonjour. Bonjour.
Alors, de la musique tchèque au programme de la saison prochaine chez vous. Pourquoi? En quel honneur? Alors, on a commencé un voyage européen avec l'Auditorium Orchestre National de Lyon il y a quelques saisons. Et il était normal de s'arrêter en pays tchèque pour faire découvrir ou redécouvrir à notre public cette région du monde qui est si riche musicalement et dont beaucoup de compositeurs sont issus. Donc il y a eu cette idée de défendre ça, et puis à titre personnel, c'est un pays auquel je suis particulièrement attaché pour avoir commencé à y travailler en 1993 pour 2 ans. Ça commence à dater maintenant, et puis pour avoir déjà, lorsque j'étais en fonction comme directeur à l'Opéra de Dijon, fait une saison tchèque déjà. Donc c'était un peu pour moi un moment fort et essentiel que de se consacrer et de faire redécouvrir au public français la musique tchèque. On sent d'ailleurs que vous connaissez bien cette contrée d'Europe centrale, parce que vous avez fait attention à dire en pays tchèque, puisqu'évidemment un certain nombre de ces compositeurs sont nés bien avant la création de la Tchéquie, bien avant la création de la Tchécoslovaquie. Je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine en tout dans votre programme, des célèbres et des moins célèbres aussi. Oui, alors des célèbres comme par exemple Gustav Mahler, qui est né en Moravie. On l'oublie trop souvent et on en fait un compositeur viennois, même si il a passé toute son enfance en Moravie, il a fait ses études au conservatoire de Prague, il faut quand même le rappeler. Il y a aussi un autre compositeur connu qui a un peu le même destin, c'est Korngold, qui est né à Brno, et on croit souvent que c'est un compositeur américain. Pas du tout. Ça c'est pour la petite blague. Il y a évidemment les Dvorak, Janáček, Novak aussi, mais aussi des compositeurs un peu moins connus en France, comme Pavel Haas, comme Erwin Schulhoff. Il était pour moi important de faire découvrir aussi ces compositeurs du XXe siècle qui sont passés, hélas, par le camp de Térésine avec Victor Ullmann aussi, par exemple. Et Hans Krása aussi, que je crois avoir vu dans la liste. Bien sûr. Oui, absolument. Des musiciens tchèques invités, des ensembles venus d'ici, ou peut-être, je crois que le Collegium 1704 est au programme également. Oui, alors il y a l'idée effectivement que l'Orchestre national de Lyon puisse évidemment présenter ce répertoire-là avec son directeur musical Nikolaj Šepsnyder, mais aussi avec des artistes tchèques invités. Donc on aura Lukáš Vondráček, on aura également Josef Špaček, qui viendra faire le fameux concerto de Korngold, justement, avec Tomáš Netopil à la direction. Et puis, 2 quatuors, le quatuor Benovic et le quatuor Pavel Haas. Mais aussi, on a souhaité présenter un peu de musique baroque tchèque, et notamment avec Václav Lux et son ensemble Collegium 1704 pour une messe de Zelenka. Voilà, donc on essaye de présenter un paysage à la fois par les compositeurs et à la fois par les interprètes depuis la musique baroque tchèque, donc depuis Louis Zelenka, on va dire, c'est peut-être le plus ancien, j'ai plutôt en tête, mais je crois que c'est le plus ancien, jusqu'à Peter Eben, pour la musique presque contemporaine. Voilà. Laurent Joyeux, une question un peu plus personnelle, puisque vous connaissez Prague, vous connaissez le pays, vous connaissez la musique. Si vous deviez choisir un morceau, un compositeur, ce serait quoi? Oh là là, c'est trop difficile. La suite de La Petite Renarde rusée de Janáček. Voilà. Ce serait mon coup de cœur pour cette nouvelle saison. Parce que je trouve qu'il y a cette musique réunit à la fois plein d'influences. C'est à la fois une musique très tchèque, très influencée aussi par le côté slave, mais si on écoute attentivement cette musique, on a dans la musique de Janáček toute la diction de la langue tchèque, toute l'utilisation des timbres aussi pour mettre en valeur cette musique. Et ça, moi, ça me touche profondément, et on sent cet attachement très fort à la nature qu'il y a beaucoup dans la musique tchèque, qu'on retrouve chez de nombreux compositeurs, mais là je trouve qu'elle est magnifiée d'une manière assez incroyable.
avec tout l'humour qu'il y a aussi chez nos amis tchèques. On vous remercie en tout cas et on espère en reparler. Merci Si vous passez à Prague, vous êtes bienvenue dans nos studios, Laurent Joyeux. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Et très bonne journée à Lyon. Merci, vous aussi. ONG tchèque spécialisé dans l'aide au développement en République centrafricaine, Siriri fête cette année le 20e anniversaire de sa fondation. Un anniversaire fêté comme il se doit à Prague, dimanche 10 mai, qui a aussi été l'occasion de rencontrer le père Carme Mesmin Martinus Dingbedi, responsable à Bouar d'un nouveau projet d'élevage de bétail dont le lancement doit beaucoup au programme de coopération au développement de la diplomatie tchèque. Reportage de Guillaume Narguet. Je m'appelle Mesmin Martinus Dingbedi, je suis un père Carme des Chauds, centrafricain. Je suis délégué provincial en Centrafrique. Après mon engagement définitif dans l'ordre des Carmes des Chauds, je m'occupais de formation pour nos jeunes qui se préparaient à devenir religieux et prêtres. Et après, mes supérieurs ont jugé opportun de me responsabiliser et de continuer de travailler en collaboration avec la province carmélitaine mère en Italie pour l'avenir du Carmel en Centrafrique. Vous êtes ici à Prague et c'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de vous rencontrer. C'est à l'occasion du 20e anniversaire de l'organisation Siriri. Alors dimanche après-midi, vous avez participé à cette petite fête qui s'est tenue dans un café pas loin du château de Prague. Comment s'est passée cette célébration donc, du 20e anniversaire de Siriri ? J'ai été touché, marqué par l'organisation même de la fête, par les invités qui sont venus avec des différentes interventions. J'ai pu aussi rencontrer et voir certains volontaires de l'association Siriri qui sont déjà venus en Centrafrique avec qui nous avons collaboré. Donc j'ai gardé hier vraiment très bons souvenirs pour cette fête et la manière dont elle a été organisée. Pour vous, en tant que Centrafricain, que représente l'action de Siriri, qui a déjà développé différents projets? 20 ans quand même d'activité, les autorités tchèques sont également engagées à travers cette organisation. Donc pour vous, en tant que Centrafricain, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, cette action de Siriri représente un levier, un soutien ou un appel au développement sur plusieurs dimensions dans le domaine de l'éducation, domaine de santé, domaine de l'agriculture et l'élevage, en un mot, les œuvres sociales. Donc le lien que l'association Siriri fait entre la République tchèque et nous, les Carmes en Centrafrique, je qualifierais cela salutaire parce que ça nous aide à consolider une bonne collaboration et à nous ouvrir les uns les autres pour le bien commun. Donc j'ai beaucoup aimé cette action. On sait que la Centrafrique est un pays qui est confronté à différents problèmes, certains très graves, qu'ils soient d'ordre sécuritaire, sociaux. Vous qui venez ici en République tchèque, à Prague, vous avez évoqué cette possibilité d'échanger
avec les volontaires tchèques qui viennent, qui sont actifs dans le cadre de l'action de Siriri. Quels sont les retours que vous avez de ces Tchèques lorsque vous parlez avec eux? Ce que je garde de souvenirs ou de positifs, les volontaires de cette association Siriri, quand ils vont en République centrafricaine, ils découvrent les réalités. Certes, notre pays est encore pauvre, se cherche et pour au moins être en voie de développement, mais leur présence et les soutiens multiformes que ces volontaires, que cette association apporte à la République centrafricaine, à l'Église du Christ qui est là et surtout d'une manière particulière à nous, les Carmes, c'est aussi un appel, une invitation pour la République tchèque à travailler aussi en partenariat, en collaboration avec notre pays qui souffre sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan éducatif. Donc, je qualifierais aussi cela d'un pan que Siriri fait entre la République centrafricaine et la République tchèque pour le développement au niveau de tout homme et de tout l'homme. Si nous vous rencontrons également, Mesmin, c'est parce qu'un nouveau projet a vu le jour il y a quelques mois, l'année dernière, en Centrafrique. Un projet qui a bénéficié du soutien financier de l'ambassade de République tchèque au Nigeria. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter ce projet d'élevage de bétail? C'est bien ça? Oui, merci. Effectivement, notre couvent Saint-Élie, qui se trouve à Boire, dans le diocèse de Boire, en Centrafrique, a bénéficié de financement de l'ambassade de la République tchèque à Abuja, au Nigeria, pour le projet bovin. Nous avons reçu 20 000 € pour la réalisation de ce projet. Effectivement, avec ces fonds, nous avons construit l'étable, nous avons acheté le bétail, les bovins, pour commencer un élevage afin de penser à l'autoprise en charge et d'entamer un processus vers l'autonomie financière. Parce que nous, en Centrafrique, nous dépendons effectivement de notre province mère qui est en Italie, mais il faut commencer à mettre la base. Et c'est grâce à l'association Siriri que nous avons bénéficié de ces fonds et que ce projet a été réalisé. Nous continuons soit à le développer pour que cela soit plus productif et aussi bénéfique pour la population environnante, mais aussi pour nous-mêmes. Il ne suffit pas tout simplement de prier ou de prêcher l'évangile, mais il faut aussi savoir travailler avec les mains, savoir développer les potentialités que nous avons pour aspirer, tendre vers une autonomie financière qui n'est pas facile, mais nous espérons que nous allons y arriver. C'est un projet qui pour l'instant se déroule sur un seul endroit ou qui tend à se développer dans d'autres régions peut-être du pays? Pour l'instant, ça se développe dans un endroit, mais nous avons aussi déjà eu des financements venant toujours de la République tchèque dans le même domaine de l'agriculture et l'élevage. Et cette fois, c'est dans la capitale de Bangui. Nous avons une grande ferme du Carmel à Bangui qui a bénéficié aussi de financements pour développer l'agriculture et l'élevage. Nous sommes ici, et ce sera ma dernière question, à Mesmin, à quelques mètres d'un endroit très célèbre de Prague. C'est là où nous sommes juste à côté de l'église où se trouve l'enfant Jésus de Prague.
Est-ce qu'avec lui aussi, vous avez l'occasion d'échanger lors de vos passages à Prague ? Oui, nous sommes ici dans le sanctuaire de l'Enfant Jésus où vivent mes confrères carmes. C'est d'ici que cette dévotion à l'Enfant Jésus a pris plus d'ampleur et est arrivée à Renzano en Italie et même en Centrafrique. En Centrafrique, nous avons beaucoup de dévotion envers l'Enfant Jésus. Notre petit séminaire a été dédié à l'Enfant Jésus. Une paroisse aussi a été dédiée à l'Enfant Jésus. J'ai une grande dévotion envers l'Enfant Jésus. Et donc, pour moi, c'est aussi une invitation à stimuler les Tchèques à se tourner vers l'Enfant Jésus pour lui confier leurs intentions et surtout pour la paix, pour le bien-être, pour le bien commun. Mesmin Martinus Dingbedi, merci beaucoup. Je vous remercie. En 2024, le métro de Prague a fêté ses 50 ans. À cette occasion, nous vous avons fait découvrir quelques-unes de ses stations emblématiques. Nous vous proposons aujourd'hui de réécouter l'épisode consacré à la gare centrale sur la ligne C, où Martin Karlik de l'organisation Prague City Tourism nous a présenté le projet curieux de tramway souterrain qui a précédé celui du métro. Reportage de Paul-Henri Perrin. Příští stanice hlavní nádraží, přestup na linii S a další vlakové spoje. Bonjour Monsieur Karlik, Hlavní nádraží, en français la gare centrale, compte parmi les premières stations du métro de Prague. Cependant, celles et ceux qui connaissent bien le métro de la capitale tchèque ont remarqué que l'agencement de la station diffère singulièrement de celui de ses voisines Florence et Muzeum, pourtant inaugurés au même moment. À Hlavní nádraží, en effet, il n'y a pas de quai central et des voies de part et d'autre, mais à l'inverse, des voies adjacentes et deux quais séparés. Y a-t-il une raison, Monsieur Karlik, à cette configuration particulière? Ano, má to velmi jednoduchý důvod, protože ta zastávka, kde ty koleje jsou vedle sebe. La raison pour laquelle il en est ainsi à la gare centrale est très simple. Cela tient au fait que cette station de métro, à l'origine, devait être un arrêt de tramway souterrain, lequel n'a finalement jamais vu le jour. D'ailleurs, lorsque les travaux ont débuté, il était encore question d'y faire circuler de tels tramways. Ces derniers auraient fonctionné pendant quelques années jusqu'au jour où, ne suffisant plus, ils auraient été reconvertis en métro. Ce n'est qu'une fois les travaux lancés que le projet a finalement été modifié en faveur d'un métro. Il était toutefois trop tard car il était déjà prévu à Hlavní nádraží que la sortie de la rame s'effectue du côté droit. C'est là une petite curiosité qui n'en est plus tout à fait une d'ailleurs depuis, car plus tard dans les années 1990, certaines nouvelles stations ont été configurées de la même façon. Mais il est vrai que parmi les stations les plus anciennes du métro de Prague, les stations de la gare centrale et de Vyšehrad, qui s'appelait alors Godvaldova, se distinguent des autres par leur sortie de la rame du côté droit. Et quels auraient été les atouts d'un tramway souterrain par rapport à un tramway ordinaire? Avec un tramway souterrain, il n'y a aucun risque qu'une voiture stationne sur les voies ou que des accidents se produisent aux intersections, ce qui arrive parfois à Prague. Il y avait donc un avantage certain. Cependant, un tramway souterrain a une capacité moindre qu'un métro. Le tramway souterrain était une solution hybride à mi-chemin entre le tramway et le métro. C'était mieux qu'un tramway en surface, mais un peu moins bien qu'un métro. Pourquoi ont-ils envisagé de le construire ? Parce que cela aurait coûté moins cher. Mais après mûre réflexion, il a été admis qu'une éventuelle transformation ultérieure du réseau de tramways souterrains en un réseau métropolitain s'avérait particulièrement difficile et coûteuse et qu'il valait mieux par conséquent construire d'emblée un métro.
vystupujte vpravo ve směru jízdy. La question de la construction d'un réseau métropolitain à Prague a été pendant de nombreuses décennies un serpent de mer, on le sait. Évoqué dès la fin du 19e, le sujet a été à plusieurs reprises retoqué et ajourné. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement communiste de l'époque à finalement franchir le pas? Zároveň se zjistilo, že v podstatě ta doprava v Praze. Le trafic à Prague était particulièrement dense. Prague commençait à croître significativement et l'idée d'un métro s'est alors imposée. Pourtant, quand les communistes ont pris le pouvoir, la situation était tout autre à Prague. Les investissements se faisaient en priorité dans l'industrie chimique, métallurgique et minière à Kladno, Ostrava, Most ou Litvinov, et Prague se vidait alors de ses habitants. Puis la tendance a fini par s'inverser. Les appartements ont été rénovés, de nouveaux grands ensembles d'immeubles sont sortis de terre et l'industrie a aussi trouvé sa place à Prague. La croissance de la ville attirait toujours plus d'habitants et la nécessité de s'équiper d'un métro se faisait ressentir. Il faut s'imaginer que les rues étaient alors aussi encombrées qu'elles le sont aujourd'hui. Il y avait certes moins de voitures, mais il n'existait pas encore de périphériques, seulement de grandes artères, ce qu'on appelle aujourd'hui en tchèque des magistrali. Par conséquent, tous les camions qui empruntent aujourd'hui les autoroutes dans la banlieue de Prague passaient alors par le centre-ville. Ce trafic gênait donc la circulation des tramways et des bus, et c'est à partir de ce constat que le métro est apparu comme un choix évident. Par conséquent, si je vous comprends bien, le projet initial de tramway souterrain est resté lettre morte. Aucun de ces tramways n'a jamais circulé. Non, le tramway souterrain n'a jamais circulé à Prague. Toutefois, le projet de développer un tel système à Prague a conduit à la conception accélérée du mythique tramway T3. Les tramways antérieurs au T3 comprenaient encore de nombreux éléments en bois dans leur structure, ce qui bien évidemment représentait un grand danger en cas d'incendie dans un tunnel. Il fallait donc concevoir un nouveau type de tramway composé de matériaux ininflammables. C'est ainsi que le T3 a vu le jour. Et bien qu'il n'ait jamais circulé sous terre, nous disposons toujours de ces beaux tramways aujourd'hui à Prague. Vážení cestující, mezistátní vlak Railjet číslo 256 Vindobona linky X3 společnosti České dráhy. Pouvez-vous, Monsieur Karlik, à présent nous dire quelques mots sur le magnifique bâtiment de la gare centrale situé au-dessus de la station de métro Hlavní nádraží? To nádraží vzniklo vlastně už v 19. století. Cette gare a été construite dans les années 1870 et était alors surnommée la gare castrale car elle ressemblait à un château. Cependant, 30 ans après son inauguration, la gare arrivait déjà à saturation tant le développement du ferroviaire était spectaculaire. Le projet d'un nouveau bâtiment était donc à l'étude. L'appel d'offres a finalement été remporté par l'architecte Josef Fanta, qui s'est inspiré de la gare du Nord à Paris, qui faisait alors référence en Europe et dont il a repris l'idée d'une grande halle et l'agencement des voies. La gare castrale a ainsi été progressivement démantelée et remplacée par un nouveau bâtiment de style Art Nouveau, un bâtiment splendide dont la construction a nécessité près de 8 années. Le clou du projet a été la construction de l'immense halle qui permet aux voyageurs de s'abriter en cas d'intempéries. Ce beau bâtiment constituait une véritable porte d'entrée de la ville de Prague jusque dans les années 1970, quand une nouvelle phase de travaux a été entreprise. Beaucoup se sont alors enthousiasmés. Ils pensaient que les travaux rendraient la gare plus lumineuse, moderne et mieux connectée aux autres modes de transport. Mais malheureusement, tout cela s'est fait un peu au détriment du bâtiment Fanta d'origine. Ale bohužel ta budova nám vlastně, ta původní Fantova nám trochu zmizela. C'est la fin de cette émission en français sur les ondes de Radio Prague International. L'actualité tchèque, ça continue sur notre site français.radio.cz et sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Naslyšenou.